Bonsoir à toutes et tous. Bienvenue à ce conseil municipal important puisqu'il s'agit à la fois de voter les comptes administratifs, de gestion et puis aussi de voter les différents budgets essentiels au bon déroulement des collectivités. Mais avant cela, je vais passer la parole à Christelle. Merci. Bonsoir à toutes et à tous. Nous avons appris mardi matin le départ de Christine. Ce grand départ est la fin d'un long combat qu'elle a mené avec tout le courage que nous lui connaissions. Et on avait beau savoir depuis quelque temps que l'issue en était décidée, nous nous découvrons si peu préparés à cette réalité. Toutes celles et ceux qui l'ont connue et ont eu le plaisir de travailler avec elle se souviendront de son extraordinaire énergie, de son contact chaleureux avec les familles et à l'émerveillement toujours renouvelé qu'elle manifestait dans son travail à l'adresse des enfants. Madame Guillaumet, toujours appelée Christine, est entrée au service de la communauté il y a plus de 20 ans et a rempli les missions d'ATSEM à l'école du Plessis. ATSEM, agent territorial spécialisé des écoles maternelles. Cette aride abréviation recouvre en fait une réalité d'une grande richesse et d'une incroyable importance. Car la maternelle, c'est la première marche vers l'école, le premier pas vers le parcours d'élèves apprenants, le premier contact avec le monde collectif. Il préfigure le chemin du futur citoyen qui, lui aussi, on le souhaite, apportera sa pierre à l'édifice commun. C'est donc tout un monde qui bascule vers l'avant pour un tout petit de 2 ans et demi à 3 ans. Et c'est sur ce seuil que beaucoup de choses vont s'enclencher. Pour le petit enfant tout juste sorti du nid et encore bien loin de voler de ses propres ailes, ce monde de découverte et d'apprentissage qui s'ouvre est aussi le monde de la séparation, de la collectivité, de sa camaraderie certes, mais aussi de ses contraintes, du bruit, du mouvement, d'un rythme soutenu, des visages encore à connaître, de l'effort. Qu'on ne s'y trompe pas, cette transition est une rupture, nécessaire, souhaitable même, mais un véritable cap à franchir. Une pédagogie et une organisation sont en place pour accueillir le tout petit dans sa fragilité et accompagner chaque potentiel vers les apprentissages et l'autonomie. Et c'est là que le rôle de l'ATSEM prend corps et sens. Accueil, attention, patience, réassurance, complicité. Non contente d'assister l'enseignant dans la préparation et le déroulement de la classe, elle assure une grande part d'action indispensable au développement des 25 à 34 élèves d'une même classe. Hygiène, sécurité physique, sécurité affective, attention de tous les instants, conseils, cadrage, encouragement, connivence. Elle est le pilier et le témoin de tant d'arrivées et de parcours. À un regard inconscient, le rôle de l'ATSEM est morcelé en une multitude de tâches qui pourraient sembler anodines. Elles n'en sont pas moins essentielles et constituent un indispensable support de progrès et de réussite plus visible. Si je choisis aujourd'hui de m'appesantir sur ce rôle si particulier de l'ATSEM, c'est parce que Christine l'avait pris à bras le corps et d'une façon rarement égalée. Toutes celles et ceux qui ont pu l'observer, accueillir, informer, rassurer les familles étaient admiratifs du lien et de la confiance qu'elle savait établir et maintenir avec elle. Et c'est grâce à ce lien que les familles deviennent de meilleurs accompagnateurs pour leurs enfants qui deviennent élèves. Une des enseignantes qui a travaillé avec Christine dans sa classe pendant plusieurs années me le confiait. Je n'ai jamais entendu Christine crier sur un enfant ou négliger de le mettre à l'aise. Pour elle, ils étaient autant de trésors à chérir et, au cœur de sa bienveillante fermeté, elle voyait toujours en chacun d'eux du positif à valoriser et des sujets d'émerveillement. C'était là son don. Et les enfants, happés par sa douce et encourageante présence, ne s'y trompaient pas. D'autres personnes dans la communauté l'ont connue sous d'autres facettes. Sportive battante et accomplie, entraîneuse d'athlètes en herbe, engagement associatif caritatif. La ville de Châteaubourg et la communauté éducative dans son ensemble perdent une précieuse collaboratrice et une généreuse personnalité, toujours prête à mettre son énergie et ses compétences à transmettre et à épauler. Nos pensées et notre compassion vont vers son conjoint, ses enfants et son premier petit-fils nouveau-né.
Lorsque j'ai un peu mieux connu Christine, j'ai très spontanément rapproché sa posture de celle de Janusz Korczak, médecin pédiatre, éducateur et écrivain polonais, qui est à l'origine de l'écriture des droits de l'enfant. Je vous confie l'une de ses plus célèbres citations et qui illustre assez bien ce que Christine réalisait au quotidien. L'enfant ne devient pas un homme, il en est déjà un. Ce moment de souvenir est aussi le temps du merci, pour cet oubli de soi à travers ses missions, pour cette souriante et attachante gentillesse, pour ce savoir-être envers les enfants et leurs familles, et surtout pour cet enthousiasme à voir en eux, au-delà de la fatigue et de la frustration qui peuvent tous nous assaillir, des êtres qu'il faut accepter et aimer avec émerveillement. Chère Christine, de là où vous êtes, peut-être pouvez-vous voir ces enfants agir d'après la façon dont vous les avez accueillis. Sachez qu'ils vous gardent avec eux et que votre dévouement et votre savoir-faire les accompagneront longtemps encore. Bon voyage à vous et merci pour tout. Merci Christelle pour ce message très touchant. Moment difficile pour les agents dans les écoles notamment. Donc on est aussi de tout cœur avec le personnel qui travaille dans les écoles et voilà, des moments pas faciles en ce moment et toutes les démarches sont entreprises pour accompagner justement dans les écoles les agents pour que voilà, on puisse s'exprimer et surtout ne pas garder ça pour soi. Une cérémonie aura lieu à Verne-sur-Seiche au crématorium vendredi à 16h30 pour ceux qui souhaiteraient s'y rendre. Et nous allons poursuivre avec le conseil municipal. Donc nous avons une série de pouvoirs. Donc Catherine Leclerc donne pouvoir à Bertrand David, secrétaire de séance, après les pouvoirs. Véronique Amiot donne pouvoir à Christelle Averland. Christelle Tourtelier donne pouvoir à Daniel Deville. Laurent Bechet donne pouvoir à Aude. Et Jeroen me donne pouvoir. Secrétaire de séance, Alain. Tu me soufflais, donc très bien. Merci. Approbation du procès verbal de la séance du 7 mars 2019. Est-ce qu'il y a des remarques, des questions ? Je mets au vote. Qui vote contre ? Qui s'abstient ? C'est adopté à l'unanimité. Merci. Ah, non. C'est... Et alors, vous abstenez, vous ne participez pas au vote Vous vous abstenez ? D'accord. Donc une abstention. Très bien. Pourquoi j'ai ça ici ? Ah oui, c'est les comptes administratifs. Oui. Donc, je vais passer la parole à Monsieur Créache. Est-ce que vous souhaitez un micro comme ça ou la porte comme ça ? Ouais. Pour la présentation des comptes administratifs. Très bien. Eh bien bonsoir à tous, à ceux que je n'ai pas salués. Donc, c'est une tradition maintenant à Châteaubourg. Quand vous votez vos comptes administratifs, les comptes de gestion et votre budget, j'ai le plaisir d'être parmi vous. Donc, je vais faire un peu comme les années précédentes, essayer de faire une présentation un peu synthétique de la situation financière de la collectivité. Alors, il y en a pour 2h30 à peu près. J'ai mis beaucoup de tableaux cette année, exprès, pour voir si tout le monde allait suivre. Donc, le premier, vous allez voir, celui-là, je le zappe parce que c'est écrit en tout petit. Je sais que beaucoup d'entre vous voulez le récupérer. C'est en format PDF, soit en papier, soit par mail. Donc, celui-là, c'est une synthèse de tout ce que je vais dire après. Donc, on va développer ce qui est mis après, parce que vous avez vu que c'était quand même écrit assez petit. Et donc, rassurez-vous, je vous épargne quand même. J'ai essayé de mettre peu de chiffres et peu de tableaux, mais il y en a quand même un peu. Un comptable est bien obligé de mettre des chiffres
J'en suis désolé. C'est mieux, effectivement. Donc voilà, alors premier point sur les charges de fonctionnement, elles ont augmenté de 3,8% sur une année et de 14% depuis 2014. Ce que je mets sur ce graphique-là, ce n'est pas le montant des charges respectives, c'est plutôt leur proportion dans le budget général de fonctionnement de la collectivité. Donc le socle du bas, ça correspond aux charges réelles, donc c'est vraiment toutes les charges de fonctionnement de la collectivité. Ça passe de l'eau, l'électricité jusqu'aux travaux d'entretien de bâtiments et de voiries. C'est vraiment la vie courante de la commune là-dessus. Le socle du dessus, ce sont les frais de personnel. Donc vous voyez en fait qu'on a un pourcentage qui est relativement stable au niveau des frais de personnel. Les charges de gestion courante, alors c'est notamment tout ce qui est participation pour les écoles. Donc forcément, plus on a d'enfants scolarisés, plus on est impacté par ça. Rentre aussi dans cette partie-là les associations, on va le développer après. Et après, on a des opérations qui peuvent être exceptionnelles. Alors cette année, sur 2018, alors je dis ça de tête, et si c'est une erreur, on me corrigera, mais il me semble qu'effectivement, c'est la subvention exceptionnelle que vous avez versée pour le budget annexe gendarmerie que vous avez créé. En fait, les participations de l'STL ont été reversées à la commune de Châteaubourg et vous les avez reversées aussitôt sur le budget annexe que vous avez créé. Et ça apparaît dans les opérations exceptionnelles. Donc la diapo d'après, j'ai repris les chiffres de la commune par grande catégorie de dépenses en les calculant par habitant et ça vous permet de vous comparer aux communes de même taille, c'est ce qui est en bas, entre des communes entre 5 000 et 10 000 habitants et de voir comment on se situe par rapport au département, la région et le national. Alors ce que je dis chaque année, quand on est au-dessus ou au-dessous, ça ne veut pas dire que c'est bien, que c'est pas bien, c'est plus un constat. Et c'est des poids aussi souvent en fonction d'un choix de gestion. Je prends un exemple. Sur les charges personnelles, vous avez des charges qui sont plutôt au-dessus de la région. Ça vient du fait du type de service à la population que vous avez pu offrir et gérer. Vous les gérez en direct. Je pense les TAP, vous les avez toujours. Donc il y a des communes qui les ont abandonnés. C'est un choix communal. Et c'est aussi un choix des fois de gérer en direct certaines activités alors que d'autres peuvent le confier à des organismes privés. Donc voilà, c'est un constat. Les charges à caractère général, là, vous êtes au-dessus de ce qui existe au niveau national, mais là aussi, ce n'est pas forcément moins bon. Dans certains cas, si vous avez régulièrement des travaux d'entretien de voirie et de bâtiments que vous assurez régulièrement chaque année, c'est peut-être plutôt un point positif par rapport à des communes qui auraient laissé filer et qui n'en tiendraient plus leur voirie. Voilà, il faut vraiment regarder un petit peu différents critères avant de pouvoir se rendre compte ce qu'il en est. L'autre point, par contre, celui-là, c'est les charges réelles qui concernent les charges financières. Là, vous voyez, vous êtes un petit peu en dessous de ce qui existe au niveau de aussi bien département, région que national. Et les charges exceptionnelles, là, cette année, elles sont effectivement importantes en raison de l'information que je vous donnais tout à l'heure, ce reversement sur le budget annexe gendarmerie pour le remettre à flot et le lancer. Ce qui compte, c'est, compte tenu du mode de gestion A, est-ce qu'on a des marges de manœuvre sur les choix qu'on va faire ou pas. Et donc, ce graphique que moi j'aime bien, alors je vous ai remis cette année la définition exacte, comme ça, si vous avez le papier, vous pourrez les regarder. On reprend les charges obligatoires, donc frais de personnel, charges financières à payer aux emprunts, pour les emprunts, et donc tout ce qui est contingent obligatoire, et on le compare aux recettes. Le graphique, il se lit de la manière suivante. Le petit point rond qui est en ligne horizontale correspond à la moyenne nationale. Le du bas, il y a 10% des communes qui sont en dessous de ce montant-là. Et le petit triangle du haut, il y a 10% qui sont au-dessus. Donc clairement, on voit bien que ce qu'il faut, c'est être plutôt vers le bas du graphique que vers le haut, ce qui est votre cas, parce que, mis à part l'année 2016, où là, on était vraiment très en dessous, mais ça venait d'opérations exceptionnelles sur des budgets de zone qui étaient intégrés dans le budget commune. Pour le reste, on est toujours régulièrement un petit peu en dessous de la moyenne nationale. Et ça, un rappel, bien que vous ayez maintenu le système d'étapes sur la commune, ce que certaines communes n'ont pas fait depuis l'année dernière. Donc ça, c'est un point fort. Les marges de manœuvre, c'est clair qu'on voit bien que quand on est avec un ratio qui est plutôt faible, dans une journée comme aujourd'hui, vous avez des possibilités de choix. Quand vous avez un ratio qui est élevé, les choix sont vite réglés. Donc c'est vrai que votre séance de budget est vite traitée parce que tout est affecté quasiment du premier coup. Donc là, ce n'est pas forcément très rigolo. Les produits, ils ont augmenté de 5,30% en un an et leur progression est de 9,40% sur 5 ans. Alors, j'ai remis une petite annotation, c'est que dans ces résultats, et on le voit sur les petits cercles du dessus, où en 2016, on était à 22% et puis en 2018, 15%.
Ça correspond à des clôtures de budget annexe. Donc en 2016, on avait pour plus d'1 million d'euros d'excédents qui ont été reversés dans le budget communal. Et en 2018, vous aviez 419 000 euros d'excédents qui revenaient. Donc là aussi, c'est vrai que c'est des chiffres un petit peu exceptionnels. En revanche, ce qu'on peut voir, c'est deux points particuliers. Le socle du bas qui correspond aux recettes fiscales, ça demeure les recettes essentielles de la collectivité. Et l'autre point qui est au-dessus, qui est en bleu, où on voit les dotations. En 2014, ça représentait 15% de vos recettes budgétaires. Aujourd'hui, ça représente 10%. Donc c'est vrai que on va le voir, on va le détailler un peu plus loin. Sur la partie fiscale, donc j'ai regardé que les impôts locaux, taxes d'habitation, foncier bâti et non bâti. Les impôts ont progressé, enfin les recettes fiscales ont progressé de 4,70% sur la période, donc c'est qui est pas mal. Et c'est pour rappel, je vous ai mis aussi, la taxe d'habitation, ça représente un peu plus de 1 125 000 euros. Le foncier bâti, ça représente un peu plus de 1 500 000 euros. Le non bâti, c'est vrai qu'il y a peu d'agriculteurs sur la commune de Châteaubourg avec des terres, des terres agricoles, donc il y a peu concernés. Ça représente à peine 70 000 euros. Et les allocations compensatrices représentent 91 000 euros. Pour rappel, c'est les sommes versées par l'État sur des dégrèvements que l'État a choisis à votre place. Mais comme ça s'appliquait sur les bases de 1974, c'est vrai que plus le temps passe, plus ces compensations baissent. Donc ça devient un peu plus réduit. Alors juste une chose là-dessus, parce qu'on dit un peu tout et n'importe quoi. Sur la taxe d'habitation, la réforme qui est engagée, qui disait on réduit le nombre de personnes à payer la taxe d'habitation, un tiers de moins sur 2018. Il y aura 2 tiers qui ne la paieront plus sur 2019 et logiquement, le président nous a indiqué qu'il n'y en aurait plus du tout en 2020. Ça ne veut pas dire qu'on va supprimer la recette complète des communes et que les communes n'auront plus ce 1,1 million. Donc, rassurez-vous quand même, on ne va pas vous appauvrir d'1 million d'euros en 2 ans. La question, c'est par quoi elle va être remplacée. Et c'est vrai que c'est ça la vraie question. Aujourd'hui, il y a plus, au niveau national, il y a des débats qui sont engagés, il y a différentes pistes qui sont lancées. On ne sait pas encore celles qui seront tranchées. En quoi qu'il en soit, c'est vrai que c'est une recette fiscale qui ne restera sans doute pas sous cette forme dans les années qui viennent. Pour rappel aussi sur les taux, on a des taux vous avez des taux sur Châteaubourg qui sont quand même inférieurs aux taux moyens qui sont appliqués en Bretagne. Vous voyez, sur la taxe d'habitation, vous êtes à 14,10 quand la moyenne est à 16,03. Sur la commune, on est à 13,65 en foncier bâti quand la moyenne est à 20,73. Et le non bâti, vous êtes à 42 alors que la moyenne est à 50. Donc clairement, même si on a bien vu qu'on a des recettes fiscales qui sont dynamiques et qui sont en augmentation, ce n'est pas du fait d'avoir mis des taux importants au niveau des habitants de Châteaubourg, c'est même plutôt l'inverse. Donc ça aussi, c'est un deuxième point fort. Vous avez effectivement des marges de manœuvre non négligeables en matière de fiscalité. Donc sur les recettes, qu'on les détaille toutes, eh bien, on voit que sur les recettes fiscales, là, vous êtes assez nettement au-dessus de toutes les moyennes qu'on peut constater. Juste un rappel, les recettes fiscales, là, il y a 2 grandes parties. C'est les recettes fiscales d'impôts directs qu'on a vues, mais également les recettes reversées par Vitré Communauté. Et que du fait que Vitré Communauté reverse beaucoup plus que beaucoup d'agglos ou de comités de communes, eh bien, effectivement, ça augmente vos recettes fiscales. Les dotations, vous êtes à 119 € par habitant, alors que vous voyez que les moyennes sont largement au-dessus. Donc, c'est le point sur lequel, effectivement, la commune est pénalisée. On le verra sur une diapo un peu plus loin. Les ventes et produits, 183 € par habitant, alors que vous voyez que les moyennes sont plutôt autour de 126, 123. Ça vient du fait qu'effectivement, vous êtes une commune qui avait proposé beaucoup de services à la population, avec un certain nombre de services type cantine, garderie. Donc là, vous avez effectivement des recettes qui viennent quand une commune a ce type d'activité en moins ou confie à d'autres. Eh bien, effectivement, ce genre de recettes, vous ne les percevez pas. Donc, les dotations. Donc là, c'est écrit petit, mais deux éléments marquants. La DGF elle-même a baissé en 5 ans de 35%. Donc c'est vrai que c'est important. Vous êtes passé de 757 000 € à 490 000. En global, toutes les dotations confondues, on était à un peu plus d'1 million d'euros en 2014. On est à 846 000 aujourd'hui. Donc vous avez perdu un peu plus de près de 200 000 € sur la période, ce qui est quand même beaucoup. Ça fait une baisse de 20%, donc c'est pas neutre. Et la DGF seule, quand on la regarde, calculée à l'habitant, elle est de 69 € sur Châteaubourg. Vous avez une moyenne régionale qui est à 152. Alors ça vient du fait qu'il y a plusieurs critères qui existent. Il y en a un qui est notamment le potentiel fiscal. C'est-à-dire qu'on regarde les bases fiscales et on applique le taux moyen.
Et comme vos taux d'imposition sont inférieurs au taux moyen, il y a un gap et le système se dit si cette commune a besoin plus d'argent, elle a un levier, c'est le levier fiscal. Alors, je n'ai pas dit que c'est une bonne idée, hein. Moi, j'explique la méthode. Je préfère parce que sinon, des fois, je prends des coups, alors on se méfie. Donc voilà, ça c'est le constat. Et c'est vrai que plus le temps passe, plus on se rend compte que la DGF et les dotations en général deviennent un peu des dotations de péréquation. C'est d'ailleurs sur ce sujet-là qu'on voit que ça s'est beaucoup développé. C'est vrai qu'on est dans un territoire qui a de la chance d'être dynamique avec beaucoup d'entreprises. Il y a des collectivités qui n'ont pas cette situation et s'ils n'avaient pas un soutien important par la DGF, ils seraient en très très grande difficulté. Donc c'est aussi à rappeler. Donc la capacité d'autofinancement, la différence entre les recettes réelles perçues et les charges réelles décaissées, ça représente un peu plus de 1 700 000 € en 2018. C'est 245 € par habitant et la moyenne nationale est à 190. Donc vous voyez, à part le pic de 2016 où on avait 1 million de plus, hein, parce que c'était à peu près ça, pour le reste, on a une situation qui tourne vous voyez, entre 1,4 million au plus bas et 1,8 million autrement. Donc c'est globalement, vous avez maintenu une capacité d'autofinancement brut régulièrement à un niveau élevé sur toute la période. L'autofinancement net, c'est le premier moins les remboursements de la dette. Donc c'est vraiment l'épargne disponible pour aller vers l'investissement. Hein, c'est vraiment cette somme-là qui est à regarder. Ça représente un peu plus de 1 120 000 € sur 2018. Ça représente 159 € par habitant. Et là, vous voyez, l'écart par rapport à la moyenne régionale est important de 108 €. Sur les dépenses d'équipement, elles ont dépassé les 2 500 000 € sur 2018. Ça représente 354 € par habitant. La moyenne nationale là, est de 317. La moyenne régionale est à peu près dans ces eaux-là de mémoire. J'ai simplement fait une annotation, c'est qu'il faut tenir compte en plus de ces travaux, des travaux que je savais justement vous avez déjà engagés sur votre budget annexe gendarmerie. Parce que vous l'avez fait le choix de le faire en budget annexe, il aurait été sur le budget principal, vous étiez effectivement avec des dépenses d'équipement globalement sur la commune beaucoup plus élevées. Voilà. Sur cette année-là, effectivement, vous avez fait vos opérations sans souscrire d'emprunt et vous avez pu augmenter vos réserves d'un peu plus de 500 000 €. C'est ce qu'on voit sur le petit carré rouge qui est à droite à chaque fois. Donc, à part en 2016, où vous aviez vraiment puisé dans les réserves pour assurer les investissements qui étaient importants. Les autres années, avec des dépenses d'équipement pourtant d'un niveau régulièrement assez élevé, vous avez en même temps réussi à avoir des réserves qui étaient soit quasiment stables, soit en augmentation. Alors sur les réserves, justement, c'est ce que fait apparaître le bilan. Le fonds de roulement, donc les réserves de la commune, représentent un peu plus de 5 millions d'euros en 2018, au 31 décembre. Le besoin en fonds de roulement, donc tout ce qui est la différence entre les actifs circulants et les passifs circulants, c'est 3 633 000 €. Pour être français dans le texte, en gros, c'est le résultat de vos budgets annexes. Donc le budget assainissement et les budgets de zone que vous pouvez avoir de lotissement ont pu apporter de l'argent à la trésorerie. C'est la raison pour laquelle, au 31 décembre, votre trésorerie était d'un niveau supérieur à vos réserves. C'est parce que vos budgets annexes vous apportent effectivement des excédents. C'est ce que je mets d'ailleurs sur la diapo juste après, où on le voit, c'est régulier, mais sur 2018, les excédents ont effectivement augmenté. Donc, c'est une situation qui est effectivement très, très favorable. L'endettement, il baisse. Alors, j'ai mis réel parce que c'est le graphique qui est un peu... Faut le suivre, celui-là, parce que là, sinon, on me dit qu'il y a un truc qui ne colle pas dans votre affaire. Parce que je mets que l'endettement baisse. Et que si vous regardez mon graphique, je vois en 2017 5 505 000 € et en 2018 5 839 000. Donc on dit il a une drôle de conception de la baisse, le comptable, là, parce que pour moi, on voit une différence. En fait, ça vient de la chose suivante. L'année dernière, vous aviez un budget développement économique qui a été clos et réintégré dans le budget communal. Dans ce budget-là, quand il avait été lancé au départ, il y avait une avance du budget de la commune vers ce budget pour le permettre de fonctionner. La clôture est non budgétaire, c'est-à-dire que c'est moi qui passe les écritures. Et quand je l'ai fait juste au tout début d'exercice. J'ai vu qu'il y avait cette somme-là, l'avance de l'un était la dette de l'autre. Il fallait compenser l'un par l'autre. Et j'ai oublié, c'est ma grande faute, j'ai oublié de rappeler les services de la mairie comme quoi il fallait faire un titre et un mandat pour solder les deux. C'est pour ça que je parle de charge réelle de la dette, parce qu'en fait, l'endettement réel de la commune est pas de 5,8 millions, mais de 5 89 000 €.
Donc c'est un petit peu différent. Donc c'est une chose qui sera régularisée cette année, on l'a noté. Donc ça m'était, avec les différents budgets, j'ai pas loin de 300 budgets au niveau de la trésorerie, donc c'est vrai que celui-là, il m'était un peu passé au travers. Voilà. Le ratio de désendettement, il est donc proche du niveau moyen. Hein, donc on fait la dette divisée par l'autofinancement, ça représente 3,37. On est en dessous du niveau moyen. Et vous voyez que globalement, je le notais, on ne le voit pas bien sur le graphique, mais globalement, les communes de la même strate que Châteaubourg ont un ratio de désendettement qui s'est amélioré depuis 2014. Parce qu'on était à plus de 5 alors qu'aujourd'hui on est à moins de 5. Donc ça c'est un point globalement positif pour l'ensemble des communes. Et donc en conclusion de tout ça, donc ça ne va pas du tout. La situation, elle est saine. Hein, tous les ans, je dis un peu pareil, mais c'est très bien. Je préfère quand c'est comme ça. La progression des recettes de fonctionnement a entraîné une progression de l'autofinancement, qui est de plus d'1,7 million €. Votre autofinancement net, donc, qui sert pour l'investissement, est à peu plus de 1,1 million € cette année. Vos dépenses d'équipement, c'était de 2,5 millions € et vous avez des restes à réaliser, j'ai regardé, sur votre budget 2019 et qui s'élève à un peu plus d'1,3 million €. Donc, c'était globalement un montant de dépenses d'investissement assez conséquent déjà, de toute façon légèrement au-dessus des moyennes. Le niveau de l'endettement, il baisse, mais il est inférieur au niveau moyen. Et donc, ce que je mettais, c'est que dans ce contexte financier qui est quand même plus stabilisé, parce que c'est vrai on l'oublie parce que quand c'est fini, on se dit ça c'est terminé, mais on a eu une période où tous les ans, on ne savait pas quel serait le montant de la baisse de la DGF. C'était un peu compliqué à faire des budgets. Donc là, ça s'est quand même stabilisé. On voit que ce n'est pas pour autant plus simple, mais c'est moins difficile, on va dire. La collectivité, vous avez réussi à maîtriser l'évolution de votre capacité d'autofinancement net. Et donc, c'est clair qu'en poursuivant cette démarche, vous resterez toujours en capacité d'avoir des investissements qui restent soutenus. Voilà, dit de manière très rapide et synthétique, ce que je pensais de la situation financière de la commune de Châteaubourg. Alors, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Est-ce qu'il y a des questions? Ça va, j'étais à peu près compréhensible? C'est toujours très clair, très... On commence à être aussi un peu plus à l'aise avec ces chiffres. Mais en tout cas, merci beaucoup. Est-ce qu'il y a des questions, des remarques? Oui, je passe la parole à Pablo Diaz. Merci pour la présentation. J'avais une question. Si vous revenez l'année prochaine, vous allez représenter les recettes de la commune. Et là, donc, en fait, l'équivalent de la taxe d'habitation, ce seront des dotations. Il y aura pas pour une partie d'entre elles, quoi. L'année prochaine, à la même date, la taxe d'habitation, elle existe toujours. Donc, elle est toujours calculée de la même manière. Donc, même si vous avez des habitants supplémentaires sur Châteaubourg, donc des bases supplémentaires, le taux voté par la commune en 2017 multiplié par les bases existantes donne un montant de taxe d'habitation. Ce montant-là sera versé sur la même rubrique comptable de la même manière à la commune. La seule différence, c'est que par rapport à avant 2017, cette taxe d'habitation, elle n'est pas payée par les habitants, elle est payée par l'État. C'est ça la différence. Oui, mais ce n'est pas un impôt, quoi. C'est une dotation de l'État qui pour l'instant, ça reste un impôt avec un dégrèvement. Mais c'est vrai qu'on voit bien que ça ne pourra pas rester comme ça en l'État, donc il faudra retrouver une autre solution. Sinon, effectivement, à terme, ça peut être ça. C'est on supprime un impôt local et on le met par une dotation. Est-ce que c'est le choix qui sera retenu au niveau national? Ça, je ne pourrais pas vous dire. Une des pistes, je ne sais pas si vous avez pu voir, mais une des pistes de ce sujet-là, c'était de dire qu'on garderait la taxe foncière uniquement pour les communes. Et la part qui était aujourd'hui de la taxe foncière qui revenait au département disparaîtrait. Donc le département n'aurait plus de taxe foncière du tout. Et ça serait compensé par un pourcentage de la CSG. C'est une piste. Voilà. Est-ce qu'elle sera poursuivie? Pas, j'en sais rien. Mais ce qui est clair, on comprend tous l'intérêt, et je pense que les communes l'ont tous exprimé, c'est que si cet impôt est supprimé en l'état, et beaucoup disaient qu'il était mal fichu, enfin bref, qu'il correspondait mal arrêté, il avait le mérite d'être lié aux dynamiques des communes. Et donc c'est ça que les communes attendent, c'est de garder un impôt qui reste dynamique et qui reste en contact réel avec la réalité. Donc j'espère effectivement pour les communes qu'on gardera un levier qui reste lié au développement qui est fait localement. La dotation après devient un système très rassurant pour les communes en difficulté. Voilà. Parce que là, on garantit un plancher, mais ce n'est pas pour autant
ça donne pas envie forcément d'aller de l'avant, quoi. Voilà. Mais je sais pas. Pour l'instant, on ne sait pas. Je crois que rien n'est tranché, hein, à ma connaissance, rien n'est tranché. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, Christian Fourmont. Sur les investissements, bonsoir, pardon, et merci également pour la présentation. Sur les travaux d'investissement de la commune, donc on avait, si on prend le chiffre tel qu'il est, il est à 60% de l'objectif qui était fixé en début d'année. C'est vrai qu'il faut y inclure les travaux de la gendarmerie qui ont été versés sur le budget annexe. Est-ce que vous avez idée, en agglomérant les deux, de savoir quel taux de réalisation ces travaux ont été effectués? On n'a pas... ouais. D'accord. Et j'ai une autre question. Au niveau de l'endettement par habitant, dans les statistiques qui sont faites pour la commune de Châteaubourg, donc il y a sur le budget général, il y a 5 millions à peu près d'endettement. Est-ce que dans vos statistiques, vous ajoutez l'emprunt qui a été fait pour la gendarmerie au niveau du budget annexe? Non. Non, parce que on ne le fait pas parce que aujourd'hui, dans l'outil de suivi statistique qu'on a, on a un outil statistique qui suit les budgets principaux, mais on n'a pas de calcul de budget consolidé. Alors ça existe, hein, mais on a les dettes consolidées des collectivités, mais on ne recalcule pas ce ratio par habitant quand on fait les dettes consolidées. Parce que le problème, c'est que des budgets annexes, il y en a de toute nature et ça devient un peu compliqué de mélanger des activités totalement différentes. Entre une activité assainissement, eau pour certains, ça devient marginal, mais il en reste des budgets, effectivement, vous n'en avez pas, mais il y a des collectivités qui ont pu avoir des services de redevance ordures ménagères. Il y a eu un peu de tout. Et c'est vrai que pour l'instant, statistiquement, on l'a demandé, hein, mais statistiquement, on n'a pas les éléments pour pouvoir faire des comparaisons nationales. On va avoir un montant global, mais pas pour autant des comparaisons au niveau national sur les dettes consolidées. On n'inclut pas non plus, par exemple, le budget CCAS, je pense à la résidence Bel Air, où il y a encore un emprunt aussi sur la résidence Bel Air, qui est couvert par les loyers de la résidence Bel Air, mais il ne rentre pas non plus dans ces ratios-là. Juste une remarque. Donc, est-ce que c'est pertinent de comparer les communes entre elles de la même strate, en sachant que toutes les communes n'ont pas les mêmes budgets annexes? Vous voyez ce que je veux dire? Si on compare une commune avec le même taux d'endettement ou... Comme les fonctionnements. C'est-à-dire que le fonctionnement, il y a des communes qui ont en régie le périscolaire, il y a des communes qui n'ont pas de TAP, qui ont des TAP, il y a des communes qui ont l'eau en régie et d'autres pas. Donc, c'est un indicateur. Il faut être prudent dans les comparaisons. Oui, c'est ce que je disais tout à l'heure. Hein. C'est pour ça que lorsqu'on a des ratios qui apparaissent ou on est au-dessus, au-dessous, c'est un indicateur. Je dirais que moi, j'ai toujours considéré que la comptabilité, c'est un outil de pilotage. C'est pas vous êtes un bon élève de la classe ou vous êtes le mauvais élève, parce qu'effectivement, après, les comparaisons sont compliquées. Et ce qui peut apparaître en positif d'un côté va se retrouver en négatif de l'autre. Je prenais tout à l'heure l'exemple sur le budget principal. C'est vrai que si vous gérez vos écoles, parce que vous avez des écoles publiques avec du personnel et puis vous avez des frais de personnel et pas beaucoup de contingents. Inversement, si vous n'avez pas d'école publique chez vous, mais plein d'écoles privées, vous allez retrouver des participations obligatoires avec des montants importants. Vous allez trouver ça en 65 et pas en 12. Donc l'un dans l'autre, ce qui compte au final, c'est les autres ratios. Pour moi, le ratio de rigidité, il n'est pas neutre. Et puis le ratio aussi sur globalement l'endettement. Après, c'est une comparaison avec toutes les autres collectivités, mais pour tout critère, heureusement d'ailleurs, chaque collectivité choisit un peu ce qu'il fait, mais ça donne des indications. Voilà, c'est plus ça. Et c'est ce qui est intéressant, c'est que souvent quand un chiffre sort d'une moyenne, le but c'est qu'il interpelle et qu'on se pose la question pourquoi. Pour moi. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions, d'autres remarques? Non, donc on va je vais sortir, c'est ça, et vous allez passer au vote de l'ensemble des budgets de compte administratif. Alors, pour répondre à M. Christian Fourmont, le taux de réalisation, budget de gendarmerie inclus, ce serait 71%. Alors, donc, nous allons dans un premier temps mettre au vote le budget annexe de l'assainissement.
Suite à la présentation du sujet en commission ressources du 18 mars dernier, il est proposé d'approuver le compte administratif 2018 du budget d'assainissement, dont le résultat de clôture s'élève à 1 554 525,95 €. Y a-t-il des personnes qui ne prennent pas part au vote? Y a-t-il des personnes qui votent contre? Y a-t-il des personnes qui s'abstiennent? Merci, c'est donc adopté à l'unanimité. Deuxième sujet, les budgets annexes. Donc, il est proposé d'approuver les comptes administratifs 2018 sur les budgets annexes qui ont été présentés. Y a-t-il des personnes qui ne prennent pas part au vote, qui votent contre, qui s'abstiennent? Merci, adopté à l'unanimité. Pour ce qui concerne le budget principal, le résultat de clôture s'élève donc à 3 725 750,78 €. Il est proposé donc non seulement d'approuver le compte administratif tel que présenté par M. Créage, mais de surcroît de constater la stricte concordance entre le compte administratif 2018 et le compte de gestion qui nous a été présenté. Y a-t-il des personnes qui ne prennent pas part au vote, qui votent contre, qui s'abstiennent? Adopté à l'unanimité. Merci beaucoup. Eh bien, nous en avons terminé pour ce qui concerne les comptes administratifs. Nous allons pouvoir aller chercher le maire. Merci beaucoup d'être resté parmi nous. Alors, je profite du retour du maire pour vous présenter Damien Le Breton, qui remplace pendant son congé maternité Claire de Roire. Donc, pour votre premier conseil, vous constatez une commune dont les budgets sont on ne peut plus sains. Et voilà. Ça a été approuvé, monsieur le maire. Merci. C'est vrai que j'avais oublié de présenter Damien, qui donc sera avec nous jusqu'au mois de septembre. Voilà, et on souhaite des bons moments en famille à Claire, à son mari et à son premier fiston. Donc, on en est où? 56, c'est fait. 58, voilà. Budget. Non. 58, c'est ça. Budget. Donc, il y a les différents budgets. Tu commences ta S'il vous plaît, présentation. est-ce qu'on peut recevoir le document de M. Créache voilà, par mail? Oui, bien D'accord, sûr. merci. Pas de souci. Il vous sera envoyé. Eh bien, je te passe la parole. Donc, allons-y pour les votes des budgets. Oui, si, fais ton PowerPoint et puis on fait les votes après. Bon, bah, fais ce que tu as prévu. J'aurais préféré commencer par les votes du taux. Non, vous ne voulez pas voter par le taux d'abord? Tant pis pour moi. Eh bien, tant pis pour moi. Alors, donc, on ne va pas voter les taux dans un premier temps. On va voter... Alors, je ne connais pas l'ordre du budget. Qu'est-ce que c'est après? Alors... pas ce qui était prévu. J'ai pas le PowerPoint, donc je vais le regarder avec vous. Dans un premier temps, nous allons avoir des recettes réelles de fonctionnement en hausse, des dépenses réelles de fonctionnement en baisse, pas d'évolution des taux de fiscalité, hausse des investissements et un endettement qui ressemble à l'endettement que nous avions en début de mandat. Juste, Aude, le temps que tu retrouves tes petits. Donc l'idée de ce budget qui arrive, c'est un budget dans la lignée de l'année dernière. Globalement, vous allez le voir, on reste sur des montants qui correspondent à l'année dernière. L'objectif étant de maintenir les charges de fonctionnement équivalentes. Elles vont même baisser un petit peu, vous allez le voir sur le vote du budget. Voilà, et de ne pas toucher au taux. On est sur une dernière année de mandat, donc voilà, il n'y a pas de révolution dans ce budget qui s'annonce et des investissements que vous connaissez et qui vont dérouler. Je laisse la parole à Aude. Merci. Comme annoncé, pas d'évolution des taux. Pour la taxe d'habitation, nous maintenons notre libre administration avec 14,11%. Je parle de la libre administration des communes puisque c'est vraiment ça qui fait débat dans la presse. Si il y a un dégrèvement total en 2020 voire 2021 et qu'une dotation nous est donnée, alors ça veut dire qu'il n'y a plus de libre administration de notre commune. Or, c'est un droit constitutionnel, donc ça posera question. Ça, c'est pour la taxe d'habitation, même taux qu'en 2018. Pour la taxe sur le foncier bâti, même taux qu'en 2018,
13,65%. Taxe sur le foncier non bâti, même taux qu'en 2018, 42,45%. Alors, la proposition, c'est de voter tout en même temps à la fin. Nous votons tout en même temps à la fin. Pour ce qui concerne le BP 2019 de la commune de Châteaubourg. Alors, vous avez lu la note explicative de synthèse et il ne vous a pas échappé que le BP 2019, bien évidemment, s'équilibre, puisque c'est un des 5 principes des budgets. Que nous aurons une section de fonctionnement de 11,9, une section d'investissement de 7,7 pour un global budget de 10... Excusez-moi, juste, pourquoi on vote toutes les délibérations en même temps? C'est pas une délibération à part, les taux? Non, mais on fait la présentation et après on reprendra délibération par délibération pour faire les votes. Sauf si vous... Ah non, pas un vote global. Sauf si vous préférez qu'on le fasse au fur et à mesure, mais c'est juste pour dérouler la presse. Voilà. Bien. Commençons par les budgets annexes. Vous avez derrière moi tous les chiffres. Pour le Plessis-Beucher, un total de 2 366 560,93 €. Pour la ZAC multisite, 3 111 312,07 €. Pour la Bretonnière, 6 023 638,21 €. Pour les primes verts, 132 663,27 €. Pour le budget RIPAM, qui est un budget particulier dont nous reparlerons, 94 537,07 €. Et le budget gendarmerie, 1 396 154,06 €. Ce qui nous donne un total général de budget annexe de 13 124 865,61 €. Juste pour mémoire, le RIPAM, le budget RIPAM tient compte, englobe plusieurs communes est commun à plusieurs communes. Juste pour rappel, Châteaubourg à hauteur de 43%, Cornillé à près de 6%, Domanier 13%, Louvigné-de-Baie 12%, Saint-Aubin-des-Landes 5%, Saint-Didier 14% et Saint-Jean-sur-Vilaine 6%. C'était juste pour cette petite précision. L'assainissement. L'assainissement, BP 2019, peut-être le dernier pour l'assainissement. C'est certain. Oui, mais quand même, nous allons donner 2 144 787,76 €. Et c'est un beau budget. Et l'assainissement est nécessaire à Châteaubourg. Pour ce qui concerne le budget de la commune, alors, j'en parlais tout à l'heure, la section de fonctionnement s'équilibre à hauteur de 11 949 319,95 €. Comment? D'abord, par des recettes. Alors, quelle est la chose la plus importante dans les recettes de fonctionnement? Toujours, impôts et taxes. Impôts et taxes, en 2019, ils sont prévus à hauteur de 5 887 595 €. C'est vraiment la chose la plus importante, c'est la raison pour laquelle j'insiste. Il y a aussi 1 035 431 € d'autres produits de gestion courante en 75. Ces recettes servent à nous permettre de dépenser en fonctionnement. Étant donné que recette égale dépense et que dépense égale recette, bien sûr, un total de dépenses de fonctionnement égale au total de recettes de fonctionnement, 11 949 319,95 €. Et la principale ou les deux principales dépenses de fonctionnement sont les charges à caractère général et bien sûr les charges de personnel, 2 314 000 pour l'un, 3 584 pour l'autre. Et on l'a vu tout à l'heure dans la présentation de M. Ucréache, un pourcentage de charges de personnel très contraint cette année encore. Moins de 50%. On est dans un bon ratio. Ça, c'était le fonctionnement. Est-ce que je peux juste, sur 2 chiffres, je reviens. Karen, est-ce que vous pouvez remonter sur les 1 035 000 qui peuvent quand même interpeller par rapport aux 368 000. En fait, c'est le budget annexe de la Bretonnière, donc les excédents du budget annexe de la Bretonnière qui sont estimés, si je ne me trompe pas, Karen, pour l'instant à 800 000. Voilà, il y a 800 000 € qui expliquent, si vous enlevez les 800 000 €, vous voyez qu'on est sur les 300 et quelques 1000 €. Voilà, donc c'est le versement. On verra si c'est réellement ça à la fin. L'excédent du budget de la Bretonnière, mais pour l'instant, en tout cas, ça a été versé et ça explique ce chiffre. Et si on revient sur les charges, le slide d'après, donc vous le voyez, ce que je disais tout à l'heure, on aura une baisse
de budget à budget, en fait, des dépenses réelles de fonctionnement. Donc l'objectif, c'est bien de maintenir nos dépenses de fonctionnement sur l'année 2019, et notamment, comme le précisait Aude, de contenir l'évolution des charges de personnel et frais assimilés. Pour ce qui concerne l'investissement, commençons également par les recettes, puisque ce sont elles qui nous permettent d'investir et notamment de dépenser en équipement. Principale recette, les subventions, excusez-moi, pas du tout, on n'a pas de subventions, je vous demande pardon, ce sont les dotations au fonds divers. Je confondais, si vous vous en étonnez, je me suis trompée de colonne, je regardais le budget précédent au lieu de regarder le budget 2019. Pardon. Dans un premier temps, ligne 10, les dotations et fonds divers, ça correspond au FCTVA et à la TLE. Donc même chose que précédemment, nous avons un total de recettes d'investissement prévisionnel de 7 785 000 qui nous permettent d'investir. Et on voit bien la ligne de dépenses d'investissement, ligne 21, immobilisation corporelle, 5 647 534 € d'investissement pour 2019. Donc, extrêmement important. Alors maintenant, comment cela est-il ventilé ? Eh bien, j'ai deux informations pour cela. Dans un premier temps, non, c'est pas un camembert. Bon, on va dire le camembert, ça s'appelle pas un camembert, j'ai mangé le nom. Donc, dans un premier temps, je commence par le bas à gauche, développement local à hauteur de 1 456 000. La vie associative, 43 200. Culture communication, 20 000 €. Bibliothèque, 113 238 €. Vie des écoles, 248 390. Ressources, 64 300. Enfance jeunesse, 931 240. Action sociale, 51 600. Urba travaux, bien sûr, 1 369 346. Alors ça, ce sont en fait les dépenses d'investissement exclusives. Mais il me semble intéressant d'avoir une notion un peu plus générale, parce que nous avons une politique dense également en 2019 en termes d'investissement, mais pas uniquement comptablement parlant, mais en comptant aussi le fonctionnement. On s'aperçoit que l'embellissement de la ville va représenter 1,5 million. C'est pas rien. Que l'enfance-jeunesse est une politique très importante pour nous, et ça va représenter en 2019 1,2 million. Enfance-jeunesse, parce que nous avons un gros investissement. Mais aussi les écoles, 906 000 €. Le développement local, 932 000 €. Et puis les associations et le sport, donc tout confondu, 135 000 €. Donc des gros budgets encore pour servir davantage et encore mieux nos concitoyens. Alors, globalement, les dépenses d'équipement, c'est donc la restructuration du centre commercial Bel Air à hauteur de 940 000 €, avec un aménagement de la place et une rénovation du bâtiment commercial. On en a beaucoup parlé en commission Urba Travaux. As-tu ? C'est des montants TTC. Hein. La maison de l'enfance, 843 000 €. Le développement local, 361 000 € avec la création de 2 nouvelles cellules au centre commercial Bel Air et aussi une signalétique revisitée. Par ailleurs, l'embellissement de la ville, 148 000 €. Les jeux extérieurs, 85 000 € avec une piste BMX rénovée et des jeux modernes au parc Iffeldorf. Création d'un abri pour vélo sur le parking de la gare, 50 000 €. Une aire de camping-car, 20 000 €. Et une maison de santé, 52 000 €. Tout ceci se fait avec une dette qui s'éteint progressivement. Donc, on se rend compte que pour 2019, la dette représentera 5 millions et que la capacité de désendettement de 2018 correspondait à notre capacité de désendettement en début de mandat, et donc qui s'éteindra et qui se réduira davantage encore. On est à peu près à 3 ans d'extinction de la dette. Voilà pour ce qui concerne la présentation du budget 2019, budget annexe puis budget principal. Y a-t-il des questions particulières ? Est-ce qu'il y a des questions ? Christian ? Merci pour la présentation.
J'ai plusieurs questions sur le budget principal, bien sûr, hein, parce que le budget annexe, c'est essentiellement comptable. Tout d'abord, une remarque sur entre dépenses réelles et budget. Je sais qu'on raisonne toujours de budget à budget, mais je constatais qu'entre le budget 2018 le budget 2019 et les dépenses réelles 2018, pardon, il y avait à peu près 1,3 million de différence. C'est le résultat de l'année 2018. Donc c'est vrai, il y a un décalage, mais bon, c'est comme ça, c'est la compta publique. Mais alors M. Créache sera forcément du même avis que vous, naturellement, puisqu'on ne raisonne que de budget à budget. C'était juste une remarque. J'avais donc aussi, concernant l'accessibilité, donc en 2018, le budget était plutôt modeste, à 36 000 euros. Il a été atteint à hauteur de 28 000 euros. Et je n'ai pas vu, nous n'avons pas vu sur le budget le BP 2019 une ligne spécifique pour l'accessibilité. Alors peut-être que c'est... Ouais, alors c'est noyé dans certains bâtiments. Ouais. On continue notre programmation sur les bâtiments en termes de mise en accessibilité et on est sur les travaux en régie. Mais voilà, donc on a notre programme qui va continuer qu'on appelle la DAP. Mais voilà, l'idée est de continuer la mise en accessibilité nos bâtiments publics. Donc ça doit être en travaux en régie, parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses qu'on fait notamment en régie. Ça n'a pas été chiffré Non. Mais il y a une continuité quand même sur les travaux d'accessibilité. De nos bâtiments. Et ensuite, je sais que Jean-Pierre Guéguin y est très attaché. Il faudra se pencher, mais ce ne sera pas sur le budget 2019, mais plutôt, je pense, sur les budgets 2020, 2021, 2022, sur les arrêts de bus qui devront forcément être mis en accessibilité. Donc l'idée, là, c'est de finir les bâtiments publics et ensuite de basculer sur les arrêts de bus. La commune, là-dessus, elle a des obligations, je suppose. Oui, tout à fait. Aujourd'hui, on est à jour sur nos obligations. On est en train de dérouler notre programme. Donc voilà, je sais que j'ai une commission bientôt qui va être... on est régulièrement, la préfecture vérifie régulièrement notre état d'avancement. Donc chaque année, on continue. On a juste reporté l'école du Plessis, puisqu'il y avait un élévateur. Et c'est vrai que dans la réflexion future école, on doit se poser la question avant de valider la création d'un ascenseur dans une école qui, aujourd'hui, c'est juste une histoire de pente, hein, puisque on peut circuler avec un fauteuil roulant dans l'école du Plessis, mais la pente n'est juste pas aux normes, et donc il faudra mettre un élévateur, même si celui-ci ne sera sans doute que très peu utilisé, puisqu'il y a des pentes qui existent. Donc il y a cette partie-là qu'on a décalée et qui correspond à nos réflexions sur les écoles. Et il y a la mise en accessibilité de Charles de Gaulle, de l'étage de Charles de Gaulle aussi. Donc voilà, c'est les deux projets qu'on a un petit peu mis en stand-by, on va dire, dans le cadre de la réflexion. Mais une fois qu'on sera arrêté sur nos décisions de travaux pour les écoles, de rénovation, d'extension, il faudra travailler cette mise en accessibilité également. Là, il y a eu cette année pas mal les salles de sport. Il y a eu l'église aussi. 30 et 40 000 euros par an qui sont mises, plus un agent. Hein, c'est vrai qu'il y avait eu un agent de recruter spécifiquement et donc qui vient travailler sur ces sujets-là en régie. D'accord. Je continue. Oui. Donc je pensais vous poser la question sur ce qui remplacera la taxe d'habitation, mais bon, c'est en réflexion, donc je la pose pas. Je ne suis pas décisionnaire. Non. Nous non plus, hein, non, je vous rassure. Concernant, alors je change de sujet, concernant la médiathèque, donc sur les frais d'études qui ont été comptabilisés, notamment sur l'année 2018, on arrive à 234 000. Hein, on arrive à 61 000 euros de mandatés, il y a des restes à réaliser. Voilà. Après, est-ce que tous les restes à réaliser Quand je dis 234, c'est avec restes à réaliser. Restes à réaliser inclus. Sur 2019, il est prévu 100 000 euros. Oui. Donc on passera à la barre des 300 000 euros. Oui. C'est quoi les 100 000 euros? Je ne sais pas vous dire pour l'instant. C'est une réserve dans le budget qui dépendra. On a mis 100 000, on aurait pu mettre 200 000, 300 000. Voilà. Et dans les restes à réaliser, je ne sais pas aujourd'hui vous dire ce qui sera dépensé ou pas encore dépensé. Ok, merci. Et voilà, il me restait quelques petites questions. Hein, simplement, il y a une provision contentieux à hauteur de 250 000 euros. Ça correspond... Apparemment, c'est une somme de précaution, mais oui. Est-ce que ça cible quelque chose en particulier, Jean ? Non.
C'est beaucoup plus que les autres années. Oui, il fallait équilibrer le budget. Oui, d'accord. Donc vous aurez la même réponse sans doute pour la dotation aux imprévus qui est de 517 000, Oui. Ce qui est importante, ce qui Oui. est double l'année dernière. Ouais. Oui. Ah, bon, c'est pour équilibrer le budget. Tout à fait. D'accord. Comment? Oui. Voilà. Acquisition foncière, pareil, 312 000 €. Là, il doit y avoir la maison Charles de Gaulle, si je ne me trompe pas. Voilà, la cour et la maison qui sont dedans. Ils sont dedans. Voilà, et donc l'idée c'est de revendre la maison. On garde le terrain qui est collé à la cour Charles de Gaulle, et donc il y aura une recette de 200 000 € en face, enfin à peu près. Voilà. D'accord. Oui, parce qu'il y aurait une revente. Oui, tout à fait. De la maison. On ne garde pas la maison, Non, nous on garde juste le fond de jardin. Voilà. D'accord. Et j'ai une dernière question sur le crédit revolving. On en a parlé déjà en commission ressources. Donc il a disparu sur le BP 2019. Est-ce qu'il reste mobilisable en cas de besoin et servit-il vraiment? Est-ce qu'il est toujours, cet emprunt est toujours mobilisé? Ce qui n'a pas été prévu, c'est les 3 millions en dépenses et 3 millions en recettes. En tout début d'exercice, on remboursait les 3 millions de façon à pouvoir économiser donc, des intérêts, parce que lorsque le taux appliqué était supérieur à 0, ça nous permettait de faire une économie. L'éolien maintenant étant négatif et depuis un certain temps, le fait de rembourser et de retirer en fin d'exercice n'a plus sa pertinence. Voilà. Donc, mais il est toujours mobilisé, complètement levé. Ou plutôt mobilisable, non? Complètement levé. Oui, mais il est plutôt mobilisable, parce que s'il était mobilisé, il faudrait rentrer dans la compta. Il est mobilisé, il est intégralement tiré. D'accord. Voilà. Ok. Voilà, donc juste pour terminer, sur le budget principal, nous nous abstiendrons. Très bien. Je le rappelle, conformément au règlement intérieur du conseil municipal, si vous pouviez envoyer les questions que vous avez l'intention de poser avant. Alors on avait mis 48 heures, même si ce n'est pas 48 heures avant. C'est vrai que ça permettrait de préparer les réponses et de pouvoir répondre peut-être de façon plus pertinente. Merci beaucoup. Oui, Monsieur Guéguin, vous souhaitez intervenir? Très rapidement, c'est simplement une demande de précision, parce que vous avez évoqué tout à l'heure le problème de la plateforme élévatrice à l'école du Plessis. Moi, je voudrais savoir, elle se fait ou elle ne se fait pas, cette plateforme? Parce que c'est l'Arlésienne, hein, entre la vie des écoles et l'accessibilité, on se renvoie un peu la balle. En accessibilité, la dernière fois, on a dit qu'elle ne se faisait pas. Et dans ces conditions, si elle ne se fait pas, vous avez obligation de demander une dérogation. Et j'attends toujours la réponse à ma question, qui était justement, est-ce que cette dérogation a été demandée? On a demandé un report, puisqu'on est en réflexion sur nos écoles publiques. Donc on a demandé un report qui a été accepté, en attendant de savoir ce qu'on fait, ce qu'on décide. Bon, ce serait bien d'en informer aussi les commissions. Vous pourriez le rappeler à vos vice-présidents. Merci. Adjoint. Est-ce qu'il y a d'autres questions, interventions? Oui, je passe la parole à Pablo Diaz. Merci. Certaines remarques ont été déjà faites par Christian. Je reprenais juste l'introduction de Madame de la Verne sur la libre administration des communes. Donc je pense que c'est une position qu'on partage. Et donc, que fait le gouvernement pour la taxe d'habitation? Donc c'est juste une remarque pour un peu de politique nationale. Je voulais juste revenir sur ce qu'a dit Christian, en fait, où on a du mal parfois à comprendre, et ça peut être lorsqu'on compare en fait le budget précédent, on compare au budget précédent et pas au réalisé. C'est-à-dire que même si c'est une obligation peut-être d'un point de vue pédagogique de savoir d'où on part réellement et qu'est-ce qui est prévu par rapport à ce qu'on a réalisé en 2018, ce qui est par rapport au compte administratif, ça serait beaucoup plus pertinent pour comprendre en fait la trajectoire réelle. Je sais que c'est peut-être une contrainte au niveau des comptes. La trajectoire réelle, elle est... en gros, les évolutions que vous constatez au BP, c'est les évolutions qu'on essaiera d'avoir de compte administratif à compte administratif. Donc voilà, si là on dit on maîtrise par exemple les dépenses de fonctionnement de BP à BP, l'objectif c'est de maîtriser les dépenses de fonctionnement de compte administratif à compte administratif. Voilà. Il n'y aura pas de variation dans les taux de réalisation, ça ne va pas changer fondamentalement. On a cette façon de fonctionner qui marche bien et qui me convient bien. Donc voilà, on vote de BP à BP.
Aujourd'hui, on a la chance d'avoir des réserves qui nous permettent aussi d'équilibrer, je dirais, de façon un peu plus large. Le jour où il y aura un peu moins de réserves, peut-être qu'on affinera, mais aujourd'hui, les évolutions que vous constatez sur le BP seront les évolutions qu'on constatera au CA. C'est ce qu'on répète depuis 3 à 4 ans, et c'est ce qui se passe globalement depuis 3 à 4 ans. J'avais une autre question sur le montant de l'investissement 2019 de 4 297 000 à peu près, auquel on ajoute à peu près 1,4 million de reste à réaliser. Les gros postes de ce report, c'est quoi? Parce que comme on ne les avait pas directement, ça concerne quoi? Il y a un peu de tout. Il n'y a pas de gros, j'ai plus les gros montants, mais il y a plein de reliquats. Alors c'est pareil, est-ce que tout sera fait dans les restes à réaliser? Sans doute pas non plus. Voilà. Il y a des reports qu'on ne maîtrise pas non plus. Voilà. Il y a aussi là une part de taux de réalisation dans ces restes à réaliser, mais je n'ai pas tout le détail. Dans le compte administratif, donc sur les 1,3 million, bâtiments communaux, il reste 100 000. Voirie communale, il restait 123 000. Aménagement du secteur des primes verts, il restait 236 000. Médiathèque, 172 000. Donc voilà. Mais là-dedans, c'est pareil. Tout ne sera peut-être pas dépensé. Voilà. Voilà, on reporte ce qui n'était pas consommé du budget. Et c'est comme les 4 millions qui ont été placés en budget. Donc les 4 millions, globalement, il y a 2 millions qui sont Centre commercial Bel Air, Pôle enfance, et puis 2 millions après qui sont répartis sur différents postes, voirie, éclairage notamment, où cette année on a monté un petit peu. Dans les écoles Charles de Gaulle, il y a aussi cette année des travaux importants qui vont être engagés de réflexion sur différents sujets, notamment d'investissement aussi dans les cuisines, d'équipements informatiques, de câblage, etc., changement de canalisation. Donc voilà. En gros, il y a 2 millions d'euros sur les deux gros sujets de l'année qui sont la rénovation du centre-ville et le pôle enfance, et il y a 2 millions qui sont éclatés sur les différentes lignes. Mais voilà, sur les 4 millions, c'est pareil, comme tous les ans. Qu'est-ce qui sera réellement réalisé? Je ne sais pas vous dire aujourd'hui. Et dernière question, dans le débat d'orientation budgétaire, une des orientations un peu nouvelle et qui était une surprise, c'était la vidéosurveillance qui était annoncée. Il n'y a aucune ligne dans le BP 2019? Si. En ligne informatique. Voilà, c'est inclus dans le budget informatique à hauteur de 50 000 € environ qui ont été mis au budget. Donc voilà. Pareil, est-ce que ce sera dépensé d'ici la fin de l'année? C'est les débats qui verront si le groupe de travail qui avancera sur ce sujet décide ou pas d'y aller dès cette année et à quelle hauteur. Je laisse les élus débattre de ces sujets, mais en tout cas, il y a eu 50 000 € de mis au budget. D'accord. Donc on va s'abstenir également sur le vote du budget. Oui, je repasse la parole à Christian Fourmont. C'est juste la ligne 134. Informatisation réseau, c'est ça? C'est cela. D'accord. Tout à fait. J'avais oublié de poser la question, effectivement. Merci Pablo. Donc c'est dans cette ligne-là. Si pas d'autres questions et pas d'autres remarques, nous allons passer au vote des différents budgets. Donc allons-y. Les 58. Moi je sais pas les taux. Je commence par. Je fais dans l'ordre, je fais quoi? Non, on fait dans l'ordre. Allez, délibération 58. Affectation des résultats 2018 au budget primitif 2019. Donc vous avez les montants qui sont écrits. Donc je mets au vote sur le budget annexe RIPAM. Qui s'abstient? Qui vote contre? Donc ce budget est adopté à l'unanimité. Sur les budgets annexes assainissement, délibération 59. Qui vote contre? Qui s'abstient? C'est donc adopté à l'unanimité. Budget annexe, donc les différents budgets annexes que vous avez ici, donc délibération 60, qui s'abstient, qui vote contre, merci, c'est adopté. Sur les taux d'imposition, délibération 61, donc nous avons donc le maintien des taux, qui vote contre, qui s'abstient, c'est adopté à l'unanimité. Et donc nous arrivons sur le budget principal, donc là, qui s'abstient? Donc l'ensemble des élus de la minorité, qui vote contre,
Et donc, j'en déduis que l'ensemble des élus de la majorité est pour. Et nous arrivons à la délibération 63, et je repasse la parole à Aude. Alors, dans un premier temps, avant de passer à la prochaine délibération, Karen va passer dans les rangs pour la signature des comptes administratifs et du budget. Merci beaucoup, Monsieur Créache, d'avoir assisté à cette première partie de conseil, et à bientôt. Donc, évidemment, il faut vraiment tout signer et prendre le temps de le faire. C'est important. Pour ce qui concerne un effacement de dette, nous avons, on nous demande, et c'est une décision de justice, d'effacer une dette à hauteur de 481,16 € pour une famille qui souffre d'un surendettement. J'imagine qu'il n'y a pas de questions et nous allons procéder au vote. D'ores et déjà, qui ne prend pas part au vote, qui vote contre, qui s'abstient. Merci. J'avais juste une petite question. Pourquoi cette délibération, on ne l'a pas fait en privé comme les dernières fois, alors qu'il y a un non? Alors, parce qu'il y a une décision de justice par rapport à cela. Et là, en l'espèce, il nous a été proposé de marquer le non. Voilà. Délibération 64. Délibération 64, garantie d'emprunt pour Néotoa. Néotoa qui propose de construire 6 logements situés à la Bretonnière et nous demande de garantir son emprunt. Ça a été proposé en commission ressources. Y a-t-il des questions par rapport à cela ? Pas de questions, je mets au vote. Qui vote contre? Qui s'abstient? C'est adopté à l'unanimité. Merci. Et je passe la parole à Daniel Deville pour les subventions aux associations. Merci. Alors, association sportive d'abord. La commission vie associative a étudié les différentes demandes de subventions déposées en mairie par les associations concernées et propose les subventions suivantes. AS Collège Pierre-Olivier Malherbe, 1600. Alors, je parle bien des propositions de la commission de subventions de fonctionnement. AS du Collège Saint-Joseph, 1550. Castelbourgeois volant badminton, 990. Basket, 2400. Canoë-kayak, 400. Châteaubourg, CFC, 700. CSMFA, 5350. Football également. Assaut vertical, escalade, 700. Handball, 2860. Hockey club, 275. Judo yoga, 3300. Castel pétanque, 825. Rugby agglomération, 630. Tennis club de Châteaubourg, 3630. Tennis de table, 530. La Flèche de Haut-Vilaine, 750. Viette-Vaudao, 520. Volley club, 550. Union athlétique UAC, 3200. Château Rando, 285, Amical des Palais 180, Cyclo-Club 220, Équicastel Rando 45 et Jeux de boules Castelbourgeoise 100. Et un total de 31 590 € de fonctionnement pour les associations sportives. Est-ce qu'il y a des questions, des remarques? C'est l'application des critères définis. Au 15 janvier, voilà. à la vie associative, 15 et 29 janvier, nous avons passé ça en commission. Je mets au vote. Qui vote contre? Qui s'abstient? Merci pour les associations. C'est adopté à l'unanimité. Et subvention culturelle. Délibération 66. Voilà. Donc, la même chose, hein, la commission vie associative a étudié les différentes demandes. Donc là, il y a un peu d'exceptionnel. Donc, je vais vous lire les subventions de fonctionnement. Et à côté, je vous dirai les subventions exceptionnelles. Délire de Scrabble, fonctionnement 100. BAM, c'est le nouveau théâtre pour enfants et adultes,
590, Castel Loisirs et Sports 300, D'ici d'ailleurs 300, Castel Mélodie 380, la ludothèque 2500 de fonctionnement et une commission exceptionnelle, une subvention exceptionnelle, c'est le salarié surtout, de 13 700. La Nousille 500, le Grimda 420, Arc-en-Ciel 1100, subvention exceptionnelle de 700 €, Sagazig 830, Saraband 100. Subvention de fonctionnement 7 120 € et subvention exceptionnelle 14 400. Celles-ci ont été présentées également le 15 et 29 janvier. Est-ce qu'il y a des questions? C'est pour la nouvelle... c'est ce que la mairie, on a demandé qu'ils prennent, c'est le modelage, je ne me trompe pas, arc-en-ciel. Oui. C'est le modelage, hein, c'est ça? Je sais plus. La sculpture, le La modelage, sculpture, oui. voilà, c'est ça. En fait, on leur a demandé, ils ont une troisième activité. Donc c'est pour Donc, c'est l'achat de matériel, achat de matériel etc. et tout ce qui en suit. Cherchez mes mots. Si pas de questions, je mets au vote. Qui vote contre? Qui s'abstient? C'est adopté à l'unanimité. Merci. Délibération 67. Association amicale et diverses. Donc, idem. L'association Club de l'Âge d'Or, subvention de fonctionnement, 270 €. Amicale des pompiers, 770. Amicale des pompiers retraités, 135. SPA, 800. Le potager des Trois Pèlerins, 135. Le jardin du Coq-à-l'âne, 700. Et comité de jumelage, 400. Pour des totaux de 3 210 €. Est-ce qu'il y a des questions, des remarques? Je mets au vote. Qui vote contre? Qui s'abstient? C'est adopté à l'unanimité. Merci. Et je passe la parole à Bertrand David. Donc, enfance, jeunesse, relais intercommunal. Par délibération en date du 11 octobre 2017, les membres du conseil municipal de Châteaubourg ont approuvé la mise en place du relais intercommunal parent assistant maternel enfant, RIPAM du pays de Châteaubourg, et le conventionnement entre les communes suivantes. Donc Aude vous a donné les taux tout à l'heure, je ne vais pas les répéter. Chacune des communes a pris une délibération pour la mise en place du RIPAM. Ces conventions précisent notamment pour chaque commune la mise à disposition des animatrices, les locaux mis à disposition pour chaque commune pour assurer les matinées d'éveil et les permanences, l'articulation entre le RIPAM et le cas échéant avec l'association locale et les modalités de participation financière. Il est toutefois nécessaire de repréciser à l'article 4.4 de la Convention concernant les participations financières. En effet, il doit être fait mention de la proposition du poste de responsable enfance-jeunesse pris en compte dans le calcul des charges en accord avec les communes membres du RIPAM. Donc c'est l'objet de l'avenant numéro 1 joint à la présente délibération. Et on avait oublié de le préciser dans les premières conventions. Et donc on n'a pas pu en fait facturer le 3,73% du poste de la responsable enfance-jeunesse qui correspond à peu près 60 heures par an. Et donc on ne pourra pas le régulariser. Et par contre en 2019, ça pourra être pris en compte. Donc voilà, c'était la modification. Alors, suite à la présentation du sujet en commission enfance-jeunesse en date du 6 mars 2019, il est proposé au conseil municipal d'approuver l'avenant numéro 1 en annexe de la présente délibération et d'autoriser monsieur le maire ou son représentant à signer le dit avenant ainsi que tout document ou avenant relatif à ce dossier. Est-ce qu'il y a des questions, des remarques? Je mets au vote. Qui vote contre? Qui s'abstient? C'est adopté à l'unanimité. Merci. Délibération 69, toujours Bertrand. Alors là, c'est l'approbation du conventionnement et de la contractualisation de l'accès à mon compte partenaire avec la CAF d'Ille-et-Vilaine. La Caisse d'allocation familiale CAF d'Ille-et-Vilaine propose aux collectivités territoriales un nouvel outil, mon compte partenaire, qui centralise plusieurs services. Le remplacement de CAF Pro par la consultation du dossier allocataire par les partenaires dans le cadre du programme Portail partenaire sécurisé. Cela a pour but de permettre aux tiers d'accéder aux données d'un dossier allocataire en fonction de leur habilitation et pour des finalités spécifiées dans un cadre sécurisé.
limiter les sollicitations CAF en restituant les données pertinentes liées à l'activité du partenaire. Et donc, autre part, c'est la mise en place d'une télédéclaration des données d'activité et financière. Il s'agit de la saisie en ligne des informations relatives aux accueils collectifs des mineurs. L'objectif est à la fois de développer la qualité et l'accessibilité de l'offre partenaire. Donc, suite à la présentation du sujet aux membres de la commission enfance-jeunesse par mail en date du 14 mars 2019, il est proposé au conseil municipal d'approuver la convention d'accès à mon compte partenaire en annexe de la présente délibération, d'approuver le contrat de service pris en application de la convention d'accès à mon compte partenaire en annexe de la présente délibération, ainsi que ses documents annexes, et d'autoriser Monsieur le maire ou son représentant à signer la dite convention et le dit contrat et ses pièces annexes, ainsi que tout document ou avenant relatif à ce dossier. Est-ce qu'il y a des questions, des observations, des remarques? Je mets au vote. Qui vote contre? Qui s'abstient? Merci beaucoup. Je passe la parole à Hubert Desblés. Voilà, concernant donc le bâtiment de la gare et notamment la convention d'occupation du domaine public ferroviaire. Donc, vu le Code général des collectivités territoriales, le Code général de la propriété des personnes publiques, et pour rappel, depuis octobre 2017, date de retrait du bureau de vente TER, le bâtiment voyageur de la gare n'est plus occupé par le personnel SNCF. Donc, consciente de la valeur patrimoniale de ce bâtiment, la commune souhaite lui retrouver de nouveaux usages et projette de le racheter à SNCF Mobilité. Dans l'attente de la vente et afin d'éviter qu'il ne se dégrade, la commune souhaite occuper les lieux afin de créer un espace destiné à accueillir des associations. Donc, dans ce cadre, Gare et Connexion accorde à la commune de Châteaubourg une convention d'occupation du domaine public ferroviaire qui a été jointe par mail ces derniers jours pour une durée d'1 an renouvelable une fois. Donc, suite à la présentation du sujet aux membres de la commission Urbain Travaux en date du 12 mars 2019, il est proposé au conseil municipal d'approuver le projet de convention d'occupation du domaine public ferroviaire pour une durée d'1 an, renouvelable une fois, et d'autoriser monsieur le maire ou son représentant à signer toutes les pièces relatives à ce dossier. Donc voilà, l'objectif à terme pour nous, c'est de racheter le bâtiment. Maintenant, on sait la longueur des négociations avec la SNCF, donc on a souhaité pouvoir l'occuper rapidement, vraisemblablement pour y installer les associations qui sont à la Maison du Gué aujourd'hui. Donc je pense à la MAP, Panier des Prés, peut-être le Palais. Voilà. Donc on va regarder tout ça avec les associations, si c'est pertinent ou pas. Mais en tout cas, on souhaite ne pas laisser ce bâtiment vide qui pourrait risquer en effet de se dégrader et de vraiment l'occuper, qui continue à être chauffé et à être utilisé. Son positionnement est quand même stratégique puisque je vous rappelle que c'est entre 7 et 800 voyageurs tous les jours qui prennent le train, donc il y a une visibilité qui est intéressante. Donc voilà, des réflexions à mener sur ce bâtiment. Est-ce qu'il y a des questions? Oui, je passe la parole à Pablo Diaz. Merci. Est-ce que depuis la commission, on a eu une évaluation, une estimation du prix du bâtiment ou pas? Non, pas encore. Pas encore. Non. Okay. Est-ce qu'il y a d'autres remarques, d'autres interventions? Donc je vous propose de mettre au vote cette convention d'occupation du domaine public ferroviaire. Qui est contre? Qui s'abstient? C'est adopté à l'unanimité. Merci. Revente du foncier par le PFB. Projet d'implantation DNS. Arnaud, je te laisse la parole. Oui, effectivement, on part sur l'ancien site Thales. Alors, si tout le monde en est d'accord, vu qu'on l'a déjà vu un certain nombre de fois, je vais vous faire grâce du passé et de la relecture de tout l'historique. Pour aller directement et vous rappeler que le site au total fait 44 075 mètres carrés et que par acte du 15 décembre 2017, il a également été revendu à Vitré Communauté le bâtiment ancien atelier relais dit B1. Vitré Communauté a trouvé un acquéreur pour ce bâtiment qui est DNS Event pour procéder au rachat de ce bâtiment et de son terrain d'assiette cadastrée section AD numéro 56. Pour permettre à cette entreprise de s'installer dans de bonnes conditions, Vitré Communauté et la commune émettent le souhait que l'établissement public foncier de Bretagne cède en complément à DNS Event les emprises suivantes. Alors il y en a deux. Le ZB14P pour 675 mètres carrés environ et le ZB, voilà, qu'on voit sur la projection,
et le ZB 221P pour 1050 mètres carrés environ. Ces superficies sont nécessaires notamment pour créer une zone de retournement pour les camions, entre autres. Tout à fait. En fait, très clairement, voilà, Vitré Communauté nous a acheté cette parcelle ici, avec le bâtiment. Aujourd'hui, il y a un acquéreur donc, qui veut racheter le bâtiment ici, qui au passage a été très dégradé depuis que nous l'avons revendu, puisqu'il a été squatté et détérioré. Donc voilà, il était vraiment urgent de le vendre pour éviter je ne sais quel drame. Et donc, dans le découpage qu'avait fait l'EPF, il gardait en fait une voirie ici et des espaces verts, sauf que cette voirie ne débouche sur rien. On ne va pas refaire déboucher une route sur un chemin piétonnier. Les espaces verts, c'était des espaces verts à entretenir. Donc il a été décidé, si vous en êtes d'accord, d'autoriser l'EPF en fait, à céder pour 1 euro symbolique cet espace-ci qui, en fait, dans la tête des acheteurs et aussi de Vitré Communauté, en fait, était inclus dans cette parcelle puisque tout est clôturé ici, donc on ne va pas refaire une clôture ici. Et ça permettra à l'entreprise d'avoir un accès ici et un autre accès ici, donc pour différencier des flux, c'est toujours très intéressant. DNS, pour information, c'est une société, mais j'en ai peut-être déjà parlé, qui est dans l'aménagement de points de vente, l'aménagement de salons. Donc il y a une partie, je dirais la moitié du personnel, ce sont des créatifs et des dessinateurs, et puis l'autre moitié, ce sont plutôt des gens de métier, des gens qui, avec leurs mains, réalisent les projets dessinés, voilà, avec des clients assez prestigieux, notamment du groupe LVMH et autres, donc, qui travaillent beaucoup pour le luxe. Donc voilà, une 50aine de salariés qui vont venir s'installer et avec des perspectives d'évolution intéressantes. Est-ce qu'il y a des questions, des remarques? Oui. Je passe la parole à Monsieur Durand. Oui, bonsoir. Sur la fin de la délibération, sur l'avenant numéro 2, on n'a pas la date, nous, sur notre copie. Non, en fait, il y a une petite erreur. Il n'y a pas d'avenant numéro 2, effectivement, dans la délibération finale. D'accord, merci. Et il y a aussi une petite faute d'orthographe à corriger, puisque les modalités définies IES. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions, d'autres remarques? Donc je mets au vote. Qui vote contre? Qui s'abstient? Merci, c'est adopté à l'unanimité. Et je passe la parole à Hubert Desblés. Voilà, et on revient donc sur le centre commercial Bel Air, et notamment pour une demande de subvention dans le cadre de fonds de concours auprès de Vitré Communauté pour l'aménagement des espaces publics de ce centre commercial Bel Air. Donc la ville de Châteaubourg a entrepris de rénover le centre commercial Bel Air afin de le rendre plus attractif et de redynamiser le centre-ville. Les travaux donc se décomposent comme suit: réhabilitation des façades et ravalement du bâtiment, la requalification des espaces publics du centre commercial, y compris le secteur du PMU et opticien de l'autre côté de la rue de Rennes, ainsi que la réalisation de 2 cellules commerciales. Le montant estimatif hors taxe des travaux de requalification des espaces publics est de 617 588,37 € hors taxe. Ne sont pas inclus, bien sûr, les cellules commerciales dans ce montant. Le financement prévisionnel de la dépense hors taxe pourrait s'établir comme suit. Donc, un fonds de concours de Vitré Communauté à hauteur de 144 951 €. Les fonds propres de Ville de Châteaubourg à hauteur de 472 637,37 € hors taxe. Et donc, suite à la présentation du sujet en commission urbanisme travaux du 12 mars 2019, il est proposé au conseil municipal de solliciter le fonds de concours auprès de Vitré Communauté pour un montant donc de 144 951 € et d'autoriser monsieur le maire ou son représentant à signer tous les documents relatifs à ce dossier. Et début des travaux enfin planifiés en avril. Donc voilà, on a hâte que ça démarre, même si on a surtout hâte que ce soit terminé. Surtout. Bon, voilà. Donc les entreprises ont eu leur première réunion de chantier. Donc tout ça est en train de s'organiser avec un contexte que vous connaissez, que je ne rappelle pas, mais en tout cas très attendu
relooking, cette rénovation qui en a bien besoin, et aussi la mise en accessibilité, puisqu'on parlait d'accessibilité tout à l'heure, mais le fait de refaire cette place va faire que l'on va rendre en fait tous les commerces de la place Bel-Air accessibles, puisqu'on va être au niveau, et également au niveau du PMU de l'opticien. Donc tout le travail des cheminements piétons et d'accessibilité entre le centre commercial Bel-Air, le PMU, voilà, les différentes zones vont être désormais accessibles. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions, des remarques? Oui, je passe la parole à Anne Steyer. Toujours la même question sur le sujet, comme les dates de travaux changent. La question porte justement sur le vide-grenier de Castel-Arcom au mois de septembre. Donc, est-ce qu'il y aura un impact ou pas? L'objectif, c'est que toute la dalle, toute la partie devant et la partie parking soit, voilà, que le gros soit réalisé et que ce soit utilisable pour la braderie. Je pense qu'il y aura l'arrière. Sans doute l'arrière où il y a les toilettes publiques ici, où il y aura sans doute une partie qui ne sera pas utilisable, donc il faudra se redéployer un peu plus sur la rue de Paris, mais bon, le fait de fermer la rue de Paris aujourd'hui pour la braderie nous permet d'avoir ces perspectives-là. Mais oui, l'objectif c'est d'aller très vite là sur les dalles, voilà, sur toute la partie devant, donc voilà. Et la station de relèvement, mais qui est sur l'arrière notamment. Voilà. Donc c'est plutôt la partie sur l'arrière au niveau des toilettes publiques et où on fait le futur poste de refoulement, où ce sera peut-être voilà, un peu indisponible. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions, d'autres remarques? Donc je mets au vote. Qui vote contre? Qui s'abstient? C'est adopté à l'unanimité. Merci. Délibération 73. 73. Et on va donc sur la ZAC des primes verts avec un avenant numéro 6 qui concerne le lot 4, la société ECMB. La tranche conditionnelle 2 du marché de travaux à l'entreprise ECMB a été affermie le 29 juillet 2014. Les travaux de voirie définitifs ont été réalisés en septembre 2018. Le budget de la ZAC des primes verts étant déficitaire et devant la faible plus-value au projet apporté par les travaux prévus dans le cadre de cette tranche conditionnelle numéro 2, il a été convenu avec l'architecte de ne pas réaliser cette prestation. Le montant en moins-value de cet avenant numéro 6 est de 25 430 € hors taxe pour l'entreprise ECMB. Cet avenant donc fait passer le marché de 193 093 € hors taxe à 167 663 € hors taxe. Donc suite à la présentation du sujet en commission MAPA et travaux urbains du 12 mars 2019, il est proposé au conseil municipal de valider donc cet avenant numéro 6 en moins-value à l'entreprise ECMB sur le lot numéro 4, mobilier bois belvédère platelage pour un montant de 25 430 € hors taxe. Donc ce qui fait passer le marché de l'entreprise de 193 093 € hors taxe, tout avenant inclus, à 167 663 € hors taxe, et d'autoriser monsieur le maire ou son représentant à signer les documents relatifs à ce dossier. Donc on retrouve sur le plan projeté, effectivement on aperçoit donc ce petit cheminement piéton avec le passage, enfin le belvédère qui ne sera pas réalisé, voilà, qui n'apportait pas de plus-value à proprement dit sur le cheminement. Donc voilà, pour ceux qui ont du mal à se repérer, on a le cimetière en fait qui est ici, où je pointe. Ici, on a déjà un belvédère qui existe et qui donne sur toute la vallée ici. Ici, ça existe aussi. Et donc là, c'est de ne pas faire en fait ce belvédère ici qui donne en plus sur le croisement. Donc voilà, et d'économiser 25 000 € sur ce projet-ci. Et pour information, la signalétique ne devrait pas tarder. Il y a du retard voilà, au niveau des entreprises. Donc on va tester en fait le fait de passer la rue Pasteur en sens unique. Donc quand vous viendrez en fait du centre-ville, rue du Maréchal Leclerc, vous pourrez aller dans ce sens-là, mais de la route de Cervon, vous ne pourrez plus aller tout droit. Il faudra passer par rue du Souvenir. Donc on va tester tout ça avec une signalétique provisoire pour voir si ça fonctionne mieux, parce que c'est vrai que rue Pasteur, on a vraiment du mal à se croiser. Et ici, il va aussi y avoir des aménagements de signalétique pour faire ralentir et rendre voilà, plus sécurisé ce croisement. Est-ce qu'il y a des questions, des remarques? Je mets au vote. Qui vote contre? Qui s'abstient? C'est adopté à l'unanimité. Merci. Balayage mécanique. Oui, pour la validation de l'analyse des offres. Donc la propreté urbaine comprend le balayage de la voirie ainsi que le cerclage mécanique des adventistes. La collectivité souhaite passer un marché d'une année renouvelable 3 fois au total, donc ce qui nous donne 4 ans maximum, avec une entreprise spécialisée dans le balayage mécanique de la chaussée. Les commissions MAPA et travaux urbains du 12 mars 2019 ont procédé à l'examen des différentes offres. Ces offres ont été analysées, évaluées selon 2 critères, le prix sur 40 points
et un mémoire technique sur 60 points. Le mémoire technique, donc, qui permet d'analyser les capacités de l'entreprise à répondre au marché, se décompose avec les critères suivants: moyens humains, moyens matériels, moyens mis en œuvre pour la sécurité et démarche environnementale. Selon l'ensemble de ces critères donc établis pour cette consultation, c'est l'entreprise LPS 35 qui a été retenue. Donc, suite à la présentation du sujet en commission travaux urbanisme et MAPA du 12 mars 2019, il est proposé au conseil municipal de valider l'analyse des offres pour retenir l'entreprise LPS 35 pour un montant de 15 470 € hors taxe. Et bien sûr d'autoriser monsieur le maire ou son représentant à signer toutes les pièces relatives à ce dossier. Est-ce qu'il y a des questions, des remarques? Non, je mets au vote. Qui vote contre? Qui s'abstient? C'est adopté à l'unanimité. Merci. Curage des fossés. Oui, toujours dans le cadre des marchés, nouveaux marchés effectivement qui concernent le curage de fossés et le dérasement des accotements et le remplacement des buses. Donc pour rappel, effectivement, un libre écoulement des eaux de pluie dans les fossés ainsi que sur la chaussée permet de garantir le bon état des voiries. Et pour ce, la collectivité souhaite en conséquence passer un marché de 1 année, renouvelable 3 fois, donc ce qui nous donne également 4 ans, avec une entreprise spécialisée dans la réalisation des prestations, donc curage, réalisation de saignées, dérasement d'accotements, remplacement de buses. La commission MAPA Travaux Urbanisme du 12 mars 2019, commission MAPA et les Travaux Urbanisme ont procédé à l'examen des différentes offres. Ces offres ont été analysées, évaluées selon 2 critères: le prix sur 40 points, le mémoire technique sur 60 points, et le mémoire technique donc, qui permet d'analyser les capacités de l'entreprise à répondre au marché, avec la décomposition en rubrique que vous retrouvez, la décomposition des points juste en dessous. Je vous en fais grâce. Et donc, suite à la consultation, une seule offre a été transmise. Il s'agit de l'entreprise 2LTP qui présente une offre légèrement plus élevée que le marché précédent de 0,05 € le mètre linéaire de curage de fossé. L'offre de 2LTP est donc recevable. Et suite à la présentation du sujet en commission travaux urbanisme et MAPA du 12 mars 2019, il est proposé au conseil municipal de valider l'offre de l'entreprise 2LTP pour un montant maxi de 20 000 € hors taxe et d'autoriser monsieur le maire ou son représentant à signer toutes les pièces relatives à ce dossier. Est-ce qu'il y a des questions? Qui s'abstient? Qui vote contre? C'est adopté à l'unanimité. Merci. Avis sur projet PLU de Domanier. Oui. On continue effectivement donc l'avis sur le projet PLU de Domanier. Donc pour rappel, par courrier du 15 février 2019, la commune de Domanier a transmis son projet de PLU arrêté le 4 février 2019 pour avis. Donc dans le projet de PLU de Domanier, la politique retenue en matière d'aménagement et d'urbanisme se traduit au travers de 4 grandes orientations, donc vers un développement économe et équilibré de l'urbanisation. Un point 2, créer des conditions favorables à l'activité économique. Point 3, conforter et améliorer le cadre de vie de Domanier. Et un point 4, qui est de préserver le patrimoine naturel et paysager de la commune. Vu le code de l'urbanisme, vu le projet de PLU arrêté par le conseil municipal de Domanier le 4 février 2019, et suite à la présentation du sujet en commission travaux urbanisme du 12 mars 2019, il est proposé au conseil municipal d'émettre un avis favorable sur le PLU de Domanier, tel qu'il a été arrêté par le conseil municipal de Domanier en date du 4 février 2019. Que retenir de ce futur PLU de Domanier? Que leur rythme de croissance à 2,3 est supérieur à celui que nous on a prévu, puisque je vous rappelle qu'on est plutôt sur un 6, un 7 d'évolution par an. Donc la commune de Domanier va continuer de grossir. La volonté affichée dans ce PLU d'une voie cyclable qui permettra à terme, on l'espère, de relier la commune de Domanier à la ville de Châteaubourg. Ça va s'inscrire aussi dans les études de contournement réalisées avec le département, puisque dans la feuille de route qui est demandée au cabinet qui travaille sur le contournement, il y a également toute la partie études cyclables. Maintenant, ça fait partie de la volonté du département d'associer à chaque fois les deux, dès qu'il y a un projet routier, d'étudier également les projets cyclables. Donc tout ce qui va permettre de relier Saint-Didier, Domanier notamment, à la gare de Châteaubourg vont faire partie du projet global de contournement. Donc voilà, c'est vraiment là maintenant un objectif politique affiché dans ce PLU d'avoir cette liaison cyclable. Donc nous on est prêts, on attend maintenant nos amis de Domanier, puisque on a déjà échangé avec des propriétaires fonciers pour la réalisation de cette piste cyclable. Donc maintenant, il faut que la ville de Domanier avance à son tour, mais je n'en doute pas qu'elle le fera. Et puis, il y a dans cette partie du PLU aussi
le complément à notre réserve foncière, puisque je vous rappelle que sur la Gaultière, nous avons une réserve foncière d'environ 50 hectares pour le futur développement économique, et Domanier vient compléter aussi cette future zone d'activité de la Gaultière pour avoir un ensemble, puisque la Gaultière, la zone d'activité de la Gaultière a la particularité d'être à cheval entre les communes de Domanier et de Châteaubourg. Est-ce qu'il y a des questions, des remarques, des observations? Oui, je passe la parole à Monsieur Diaz. C'est une question que je n'ai pas posée en commission, donc, parce que je n'y avais pas pensé. En fait, les conseils municipaux votent le PLU des communes voisines avant même qu'il y ait eu l'enquête d'utilité publique, en fait. C'est un avis. C'est un avis avant que le commissaire ait donné un avis. D'accord, c'est juste parce que je pensais que c'était l'inverse. Et pour Châteaubourg, c'est pareil, en fait, nous on votera après l'avis du commissaire quand même, pour Châteaubourg. Les communes donneront leur avis. Alors nous, on va l'adopter définitivement. Donc là, ce sera après l'enquête publique et le commissaire. Mais là, nous, on donne un avis en tant que personne publique associée. Voilà. D'accord. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Aude ne prend pas part au vote. Et bien, je mets au vote. Qui vote contre? Qui s'abstient? C'est adopté à l'unanimité, moins une personne qui ne prend pas part au vote. Et les DIA, je passe la parole à Hubert. Voilà, on va les retrouver peut-être en projection. Poursuivre. Donc la première DIA 2019-009, donc il s'agit d'un immeuble bâti, maison cadastrée, section AL numéro 51, situé 10 rue du Plessis-Saint-Melaine. Voilà, qu'on retrouve effectivement juste en face, pas loin du centre des pompiers. Et là, on retrouve une parcelle assez importante puisqu'il s'agit de 1844 mètres carrés. Pas de préemption sur cette première DIA. Deuxième DIA, donc 2019-0010. Il s'agit d'un immeuble bâti, une maison cadastrée section AK numéro 49, située 7 rue Georges Sand. Voilà. Là, on retrouve une superficie d'une parcelle de 539 mètres carrés. On se trouve juste en dessous de l'école privée Saint-Joseph, primaire. Voilà. J'en profite juste, comme on est rue Georges Sand, je ne sais pas si ça a été vu en commission, mais bref, on va lancer, puisque la rue Georges Sand est une rue très abîmée, donc là, on va lancer, il y aura une réunion de concertation en avril avec les habitants pour échanger sur cette rue. Donc voilà, on n'est pas dans l'engagement des travaux pour l'instant, mais de vraiment commencer à réfléchir à quels aménagements, puisque c'est une rue où il n'y a pas de trottoir, où il n'y a pas de piste cyclable et où on est vraiment sur une voirie très dégradée, notamment sur les bas-côtés. Donc voilà, il y aura une réunion en avril pour information d'échange avec les habitants sur tout l'accès, toute cette partie-là de la rue Georges Sand. Ok. Voilà pour la DIA 2019-010. On va passer, donc pas de préemption bien sûr, 2019-011. Il s'agit d'un immeuble bâti, une maison cadastrée section ZB 357 qui est située 1 allée des Alizés. Voilà, on a changé, on est passé au sud-gare pour une parcelle de 965 mètres carrés, donc pas de préemption sur cette DIA. DIA numéro 2019-012, immeuble bâti, maison cadastrée section AL 641, qui est située 73 rue de Paris. Voilà, on est juste au-dessus de la gendarmerie. Il s'agit d'une parcelle de 378 mètres carrés. Pas de préemption non plus sur cette DIA 012. On va rester un petit peu dans le secteur. Pour ce qui concerne donc la DIA 2019-013, il s'agit d'un immeuble bâti. On traverse juste la route. Il s'agit d'un local commercial cadastré section AL numéro 168 et 619 qui se trouve 52 rue de Paris avec une parcelle de 754 mètres carrés. C'est là où on a l'angle avec le coiffeur qui fait l'angle. Donc pas de préemption. Et on reste également donc toujours dans ce secteur-là avec la DI. Juste, le coiffeur ne change pas, c'est juste, elle achète ses murs en fait, voilà. Donc d'où la DIA. Voilà, on passe juste sur l'arrière maintenant, puisqu'effectivement, donc on était avec cette DIA, donc 1 rue du Chêne Vert, la DIA numéro 2019-0014, immeuble bâti mixte cadastré section AL numéro 620. On a donc une parcelle de 164 mètres carrés. Pas de préemption.
La DIA 2019-015, immeuble bâti, maison cadastrée section 298 AM numéro 74, qui est située 25 rue des Ormes. Et donc là, on retrouve une parcelle de 345 mètres carrés. Pas de préemption. Et on revient donc dans le coin de la rue du Plessis-Saint-Blaine, de la première DIA que l'on a vu tout à l'heure, voilà, puisqu'on est juste en face du centre de secours. Donc il s'agit d'un immeuble bâti, une maison cadastrée section AL numéro 309, qui est située au 24 rue Maurice Ravel, avec une parcelle d'une surface de 416 mètres carrés. Pas de préemption pour cette dernière DIA. Merci beaucoup. Nous avons terminé l'ensemble des délibérations. Avant de clôturer ce conseil municipal, annoncer quelques événements qui ont lieu ce week-end notamment, puisque le week-end est très chargé, à la fois les foulées de Châteaubourg, donc avec plusieurs courses au programme, et Castel Mélodie, puisque le spectacle, alors qui est donné à Château-Giron, mais voilà, pour une question de taille de salle, donc vendredi soir et samedi soir. Je ne sais pas si c'est complet ou pas, ou s'il reste des places, mais je sais que vendredi c'était complet, oui, et samedi il ne doit plus rester beaucoup de places non plus pour ceux qui souhaiteraient y aller. Mais vous pouvez toujours demander, on ne sait jamais. Dans les semaines qui viennent également, vous allez pouvoir croiser deux artistes qui vont être en résidence, deux sculpteurs, puisque les deux sculpteurs que nous allons accueillir vont arriver dès la semaine prochaine, donc commencer à travailler pour que l'installation va s'étaler sur l'ensemble du mois d'avril. Donc ne soyez pas étonnés si vous les croisez et si vous voyez le début des œuvres qui s'installent. Voilà, et qu'est-ce que j'ai oublié? Alors il y a beaucoup de choses en avril. Il y a un événement sur le parking de Thalès, de spectacle, de cascade. Vous avez dû voir on a un peu grogné sur toute la publicité là, qui m'est étalée partout. Donc voilà, le policier municipal est sur le sujet, mais bon, c'est toujours un peu la problématique des cirques et de ces spectacles ambulants, c'est qu'on sait quand ils sont sur la commune. Ça, il n'y a pas de souci. Donc voilà, c'est le week-end prochain. Donc c'est un spectacle de cascade, de moto, voiture, 4x4 un peu trafiquée, on va dire. Donc ce sera sur le parking de Thalès, voilà. Puisque là on a un espace qui peut servir à ça. Et le retour de Bullet Show aussi. Retour des Bullet Show, c'est donc le week-end prochain. Avec une petite cérémonie pour les donateurs qui aura lieu le samedi, cours des artistes notamment, et puis le marché des producteurs qui aura lieu le dimanche 7, avec des commerçants autour aussi là, qui vont jouer le jeu, en espérant qu'il fasse beau. Arnaud, il fait toujours beau ton marché des producteurs. Voilà, et je passe la parole à Christelle. Oui, merci. Dimanche 31 mars, c'est la bourse aux vêtements des écoles publiques, de 9h à 12h30, salle de la Clé des Champs. Voilà. Et il y a aussi un loto des écoles privées dimanche. Donc on a de quoi s'occuper tout le week-end. C'est formidable. Un agenda bien rempli. Est-ce qu'il y a d'autres remarques, d'autres questions avant que je clôture cette soirée? A priori non. Donc merci beaucoup. Bonne soirée à toutes et tous.